Hmm. Et il y a un mot qui me vient, qui pour moi est fondamental quand j'enseigne à mes élèves, c'est l'autonomie. Et donc en fait, être enseignant, enfin d'ailleurs je ne sais pas si c'est enseignant, on peut être transmetteur, on peut être accompagnateur, facilitateur, enfin, ça dépend. J'aime bien le mot de facilitateur, hein, plutôt. Souvent on l'utilise en psycho, mais voilà. Euh, il est de rendre l'autonomie à la personne, donc absolument pas de rendre les gens dépendants aux professeurs et de vénérer leurs professeurs. Même s'il y a une part de notre ego qui adore ça. Mais comme tu disais, quand tu as reçu le texto, tu étais fier de toi, mais en fait, quelque part, c'était pas toi qui avais fait le truc. Toi, tu avais juste transmis ou tu avais juste guidé ou offert des clés en fait à cette personne-là pour qu'elle retrouve quelque chose qui lui appartient en fait. Hmm. Euh, et moi, c'est ce que je préfère dans mon travail, c'est de rendre l'autonomie sur leur corps aux personnes, en fait. De dire, ben oui, moi, je suis là, je peux te guider, je peux te donner des exercices à faire, mais en fait, dans la vie de tous les jours, si on fait vraiment attention à notre corps et qu'on reste à l'écoute, on sait ce dont on a besoin. Oui, alors c'est marrant, quand tu as parlé du fait de l'autonomie, et que tu as parlé du fait que nous, en tant que prof, on soit vénérés, moi, j'avais pris le truc par l'autre bout et je m'étais revu en train de vénérer mes professeurs, tu vois. Alors, je sais pas ce que ça dit sur, voilà, comment je me situe. Mais effectivement, parce qu'il y a des moments où ça m'a pas fait du bien d'être dans cette position-là. Et en même temps, à une dose homéopathique, je pense que c'est bien. Enfin, s'il y a des gens, si je les avais pas admirés, bah, je serais pas là, c'est sûr. Donc d'avoir aussi, je pense, encore une fois, sans, enfin, toute proportion gardée, je pense que c'est chouette aussi d'avoir des figures qu'on a envie d'émuler et que bah, moi, je vois que maintenant, un peu, bah, je me retrouve de l'autre côté, effectivement, et je vois que sans chercher à le faire, il y a des gens qui peuvent s'inspirer un peu de ce que je peux faire. Et j'essaie de pas tomber dans les travers que j'ai connus. Je sais pas, mes maîtres, ils faisaient pas ça sciemment ou pas tout le temps. Mais de pas être dans ce rapport justement asymétrique. Et que, parce que je pense que dans ces cas-là, c'est un peu nocif pour, pour les élèves qui vénèrent des maîtres. Mais pour les maîtres qui sont vénérés, c'est pas bon non plus, je pense, parce que sinon, il y a toujours une quête de validation extérieure. Mm. Et en fait, moi, j'ai côtoyé des gens qui étaient très accomplis, vraiment, enfin, qui se mettent devant 200 personnes et ils occupent la pièce et ils sont, voilà, enfin, ils peuvent avoir déjà une renommée, une reconnue parfois internationale, et pourtant, leur fort intérieur est quelque chose qui n'est pas rassuré. Enfin, c'est un truc un peu insatiable. Donc, vraiment, d'avoir quelque chose de plus horizontal, même s'il y a des moments, bah oui, on dirige, parce que ça fait 25 ans que je le fais et j'ai donné ma vie pour ça, donc j'ai des choses justement à apporter, pas forcément que à transmettre. Euh, mais, euh, mais voilà, quelque chose de plus horizontal, c'est quand même mieux. Et tu voulais que je Et te parle du notamment quand yoga on est pour... dans la formation, Pardon. enfin pas que dans la formation, souvent on a des gens en cours qui ont le même âge que nous, voire qui sont plus âgés. Et donc, oui, on leur apporte un certain savoir, une certaine expérience sur un sujet, mais en fait, souvent dans une salle de cours, moi ça m'arrive, ça a été très difficile d'ailleurs pour moi quand j'ai commencé à enseigner par exemple à des kinés, où je me sentais un peu inférieure. Et après, je me suis vraiment, au fur et à mesure, bon, ça fait maintenant beaucoup d'années que j'enseigne en école de kiné, en centre de rééducation, etc. Donc, j'ai plus cette dévalorisation. Parce que je dis, ben, moi, je viens avec un certain savoir. Ces personnes-là ont un autre savoir beaucoup plus important que moi dans d'autres euh, branches. Et puis, en fait, on met en pot commun, on fait un pot commun et on apprend les uns des autres. Et quand je viens et que j'encadre une formation ou que je donne un cours, ben effectivement, c'est moi qui suis qui guide ce cours-là à ce moment-là parce que c'est le cadre qui veut ça, mais ça veut dire que quand même on profite de l'expérience de chacun. Euh, mais oui, oui, ça c'est une façon pour moi d'enseigner qui est très importante, qui relève aussi
la reconnaissance de chaque personne qui est là présente dans la salle à ce moment-là. Une forme de générosité, je sais pas, de donner un espace de valeur à chacun. Euh, Et on n'a Bah, pas je pense parlé d'une que chose, je pense que ça joue. On a parlé, tu vois, à un moment donné, je voulais parler de ça, des gens qui arrivent au Pilates ou au yoga par rapport à des blessures. On parlait des blessures physiques, mais il y a aussi beaucoup de gens qui arrivent suite à des burn-out, à des problèmes émotionnels, à des dépressions, et que la façon dont on va guider justement ces pratiques, ça peut être aussi source de guérison, que chacun trouve sa place et trouve sa valeur dans un cours. bah, moi, une chose qui a fait vraiment changer ma vision de ma position d'enseignant, c'est que j'avais fait une formation de Trauma Sensitive Yoga à Amsterdam. Il y a Bessel van der Kolk, qui est assez connu. Il a écrit le Ouais. corps tient Le les corps à ses comptes, mémoires, oui, ou du quelque corps à chose ses comme ça. mémoires, voilà. Ouais. Donc, c'est un grand spécialiste, un médecin spécialiste du trauma américain et qui a collaboré avec David Emerson, un professeur de yoga, pour créer des ateliers ben, justement qui sont ouverts aux gens qui sont atteints de trauma, qui souffrent de trauma, je ne sais pas comment on dit. Et donc, il y a une méthodologie vraiment particulière parce que le yoga a plein de bienfaits. C'était vraiment une des meilleures formations de yoga que j'ai faites parce que justement, c'était très structuré et il n'y avait plus du tout ce truc de dire bah, nous, ce qu'on fait, c'est magique et donc vous avez bien de la chance qu'on s'adresse à vous. Euh, mais donc, de voir les bienfaits du yoga que le yoga pardon, pouvait avoir sur le plan bah, neurologique ou physique, émotionnel, plein de choses, mais aussi tout ce qu'il y avait dans la forme traditionnelle qui pouvait être contre-productif, soit qui pouvait bah, déclencher des réactions de défense de la part des gens, soit au contraire les conforter dans certains travers. Par exemple, le vinyasa, le fait d'avoir un rythme intense et tout ça, ça pouvait favoriser la dissociation, par exemple, où les gens, bah, ok, ils se mettent dans un truc où ils sont dans le flow, mais être dans le flow, en fait, ça peut aussi être une façon de s'oublier, de se déconnecter de soi-même. Et donc, ce qui est vraiment bah, mauvais pour les gens et contre-productif, puisque c'est l'inverse du yoga, hein. C'est une sorte de non-présence alors qu'on fait les postures et tout ça, quoi. Donc, il y avait une approche vraiment très intelligente de tout ça. Et, euh, et c'est là que ça a commencé à faire changer ma position, parce qu'il disait justement qu'il y avait un peu cette posture de facilitateur, même si je pense qu'il n'utilisait pas forcément ce terme-là, et que le rôle du professeur qui animait ces ateliers, c'était d'être présent et de faire des suggestions, de jamais forcer, de jamais... voilà, qu'il n'y ait pas de contrainte, en fait, et que c'était les gens qui venaient faire le travail. Donc, oui, je pense que c'est très utile le retour au corps d'une façon générale. Et ça, j'ai l'impression quand même qu'il y a des mouvements dans la thérapie qui sont de plus en plus présents. Il y a un moment où enfin, ça a toujours été important pour moi. Et je pense que cette pratique, finalement, que j'ai commencé avec les arts martiaux, elle était profondément thérapeutique pour plein de raisons. Et que moi, je m'étais pas mal intéressé à ça. Peut-être que j'y reviendrai que le mouvement, l'entraînement, mais maintenant je pense que je parle plus vraiment d'entraînement, mais qu'une pratique, ou encore une fois, l'être au corps, ça peut être un élément fondamental de la thérapeutique. Peut-être même au niveau de l'alimentation, hein, semblerait-il, ça j'y connais pas grand-chose, mais je vois qu'effectivement, si on change son microbiote, ça peut avoir des effets aussi. Mm, Enfin, que tout à fait. globalement, on a quand même mis de côté, c'était ce que j'expliquais un peu sur la façon dont j'avais grandi, mis de côté le corps. Il y a Mark Walsh, un prof d'embodiment, qui dit que on a tendance à penser que le corps, c'est le taxi du cerveau, le taxi de l'esprit. Et donc, je crois que c'est la cause de bien des problématiques, mais aussi une solution. Et que ça peut paraître un peu naïf comme ça, mais je pense aussi que c'est profondément simple, en fait, et que nous, on n'arrive plus à faire des choses simples. Il faut que ce soit compliqué pour régler les problèmes, et il faut que ce soit une performance, et peut-être qu'on ait des machines très, très compliquées, ou des entraînements très, très durs, ou des trucs, alors qu'en fait, euh, nous, on structure notre approche du Pilate autour de la marche, par exemple, et ben, en fait, de revenir à des choses fondamentales, ça suffit.
Et peut-être que pour retrouver plus de bien-être intérieur, mais aussi plus de bien-être relationnel, enfin, voilà, que on est dans une société de l'excès, du beaucoup, de la complexité, euh, mais que sans idéaliser la vie ailleurs dans le monde, mais qu'il y a des gens qui vivent avec beaucoup moins et peut-être qui, sous certains aspects en tout cas, vivent beaucoup mieux quand même leur façon d'être et leur façon d'être avec les autres. Donc oui, ça, je pense que ce soit une thérapeutique, c'est intéressant, et c'est vrai, et que justement, ça étaye encore ce qu'on avait dit tout à l'heure sur le fait que ce soit pas des formes. Enfin, si on veut avoir une approche thérapeutique et que on assène des chorégraphies aux gens, c'est pas ça qui va leur faire du bien. Et comme je le disais, peut-être que ça peut approfondir encore plus le mal-être. Donc, Ouais, tout à fait. créer des espaces De de contrôle, hein, non-jugement. de beaucoup contrôler aussi, hein. Ouais. Oui, alors il y avait une stagiaire qui me disait qu'en fait, contrôle et control, enfin, en anglais et en français, ça n'avait pas forcément les mêmes implications. Parce que donc, Pilate appelait sa méthode contrologie, il n'appelait pas ça le Pilate. Mais c'est ce que je dis souvent aux gens, moi, les moments dans ma vie où j'ai essayé de contrôler les choses, c'est là où c'est parti le plus en cacahuète. Et donc, je pense qu'effectivement, il faut le contrôle moteur, c'est important, mais du coup, voilà, faut préciser, faut nuancer, faut compléter, parce que non, je pense aussi il y a vraiment la clé n'est pas dans le contrôle, qu'on peut pas contrôler l'environnement autour de nous. Enfin, voilà, on est tout petit quand même, donc je pense que d'apprendre à composer, à coordonner, par contre, les processus à l'intérieur de soi toutes les dynamiques qu'il y a autour et d'arriver à s'adapter sans s'oublier. Ça me paraît plus intéressant. Mais si on veut Tout à contrôler fait. la gravité dans l'espace-temps, je pense, et l'humanité, je pense que c'est perdu d'avance, quoi. Ouais, non, je pense que l'idée de contrôle, pour moi, ce serait plutôt de contrôler notre adaptation, enfin, de pouvoir justement, en Oui. conscience, s'adapter intelligemment, constamment. Mais donc, Euh, tu vois, les mots sont importants quand même, parce que peut-être que, moi, encore une fois, hein, je connais peu la biologie, mais du coup, si à la place de contrôler, c'était réguler, enfin, hein, vraiment là, c'est des propositions et tout ça, mais un truc moins, où la volonté a moins d'importance. Et ça, c'était pendant ma transition entre les arts martiaux et le yoga. J'ai pris des cours particuliers avec un prof qui s'appelait Benoît Le Gourriérec, que je salue ici parce que je lui dois beaucoup euh, et qui était très impressionnant parce que lui, il avait un corps que j'avais jamais vu parce que il est assez petit, assez fin, mais il était musclé, il était tracé, c'était très impressionnant. Et il avait une facilité à faire des trucs incroyables. Enfin, moi, j'avais jamais vu ça. Il se tordait dans tous les sens et tout ça. Et il faisait des équilibres, il était suspendu. Enfin, c'était incroyable, quoi. Une fois, avec mon pote, on l'avait vu, on était bluffés vraiment. Et donc, j'avais pris des cours avec lui. Et moi, j'avais l'habitude de taper dans la butte, comme on dit, quoi, d'y aller fort. Alors que j'étais en train d'essayer de me contorsionner, je transpirais, je grognais, il me disait, il faut que tu sois moins volontaire, Adrien. Et sur le coup, j'avais pas compris, c'était antinomique. Enfin, j'avais mis tellement d'énergie à me forger une volonté incroyable que ça me paraissait complètement contradictoire, alors qu'il là, avait tu vraiment la raison. lâches, t'oublies. Voilà. Ah, et donc, ok, et je pense que c'est un peu ça C'est qu'il le essaie. non-faire, c'est le fameux non-faire du zen, hein, voilà. Et c'est pas ne rien Mm. faire. Et le Oui. lâcher prise, c'est pas laisser tomber. Enfin, donc voilà, donc il y a quelque chose de beaucoup plus fin. Et je pense qu'effectivement, il y a si on veut flotter à la surface, faut quand même contrôler un peu, sinon on coule. Mais que si on nage, on s'épuise et là, on coule pour de vrai, quoi. Donc, il y a quelque chose à trouver. Mais du coup, moi, je pense que toute cette pratique et toute notre approche, que ce soit le yoga ou le pilate, ou finalement, peu importe, ça a vraiment, ça peut avoir un effet sur la société. En tout cas, c'est ce que j'aime croire.
Et c'est ce qui m'a amené aussi à développer le yoga pour hommes, dont on a parlé un tout petit peu. Et je me rends compte que dans ma présentation en introduction, j'ai laissé certaines choses de côté. Mais donc, il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de publier un livre sur le yoga pour les hommes parce que j'avais développé une pratique que j'avais commencé à proposer avant le confinement, puis qui a continué en ligne. J'ai organisé aussi 2 retraites. Et en fait, pourquoi j'ai fait ça? Parce que ben, je l'ai déjà un peu évoqué, c'est que j'ai vu que moi, je me suis détruit le corps en pratiquant et en pensant bien faire. Et même que, en fait, quand je me blessais, c'était bon signe. C'était le signe que j'étais sérieux et que j'avais bien travaillé, quoi. Ce qui est vraiment, en fait, c'est complètement dingue. Mais il y avait cette logique-là. Enfin, si on a mal, c'est qu'on travaille bien. Et j'ai vu aussi, quand j'ai commencé à enseigner le yoga et le pilate, combien c'était compliqué pour les hommes de comprendre ces principes d'attention, de finesse, de subtilité, et que bah, soit ils n'y arrivaient pas, soit ils trouvaient ça trop facile, les mouvements, parce que, mais moi je voyais qu'ils ne faisaient pas ce que je leur demandais, cet engagement des muscles profonds, cette coordination avec la respiration. Sinon, finalement, si on a un peu un profil athlétique, les chorégraphies de Pilates, elles sont généralement pas si difficiles que ça, en fait. Enfin, quelqu'un qui a pratiqué d'autres choses, il peut réussir à faire, peut-être pas tous les mouvements, mais la plupart, sans vraiment forcer. Donc, j'ai vu qu'il y avait comme un déficit de conscience de soi au niveau corporel, en tout cas, enfin voilà, au moins au niveau corporel, mais je pense bien plus chez les hommes. Et puis, un autre aspect de mon parcours, c'est dans ma vie personnelle, j'ai croisé de plus en plus de femmes qui avaient été victimes de l'attitude des hommes, pour utiliser un euphémisme. Et j'ai partagé ma vie avec des femmes qui avaient subi des violences sexuelles. Et puis, en fait, c'est allé croissant. En fait, j'ai vu que, puis je pense que c'est aussi à une époque où la parole s'est libérée On en parlait sur ces beaucoup. sujets. Oui, tout à fait. Mm. Donc, en fait, j'ai vu que ce déficit de conscience des hommes, il n'était pas que par rapport à leur propre corps. Et que, ben, en fait, on pourrait considérer que c'est une sorte d'épidémie, ou en tout cas, c'est un truc de santé publique, ces violences sexistes et sexuelles. Et je me suis demandé, moi, comment je pouvais à proposer une solution, alors qu'il n'allait pas tout changer, mais qu'est-ce que je pouvais faire à mon échelle, parce que ben, on travaille avec le corps. Et donc, mon raisonnement, c'était de me dire qu'en fait, plus on avait conscience de son propre espace, et plus on y trouvait aussi du confort et de la satisfaction, moins on avait besoin d'aller grappiller ailleurs ce qu'on pensait qui nous manquait. Euh, Parce que je pense qu'il y a donc un déficit de conscience corporelle, de conscience tout court, de conscience de l'autre, et que parfois, il y a notamment un livre qui s'appelle Les choses humaines de Karine Thuil, qui est vraiment très bien, euh, qui décrit bah, justement un viol et ses conséquences. Et en fait, c'est très très bien écrit, donc c'est sous différents points de vue. Et d'abord, si je puis dire ainsi, la scène de viol, elle est décrite du point de vue de l'agresseur qui lui ne voit pas de problème. Au début, quand on lit ça la première fois, on se dit, ah d'accord, bon bah voilà, il y a eu un rapport, et puis chacun rentre chez soi, et en fait, ça va. Et c'est après, en fait, il y a tout un tas d'éléments où on voit la scène sous différents angles, où là, c'est évident qu'en fait, c'est un viol. Mais lui, il s'est pas rendu compte. Alors, je pense qu'il y a des agresseurs qui se rendent très bien compte, hein, mais là où ce que j'ai apprécié là, c'est qu'en fait, voilà, il y a des moments où c'est pas clair, en fait, où est la limite. Mhm. Mais c'est parce que eux ne se rendent pas compte, parce que voilà, il y a une façon d'envahir l'espace de l'autre qui n'est pas consciente, qui est réelle, mais qui n'est pas consciente. Et ça, je pense que c'est parce que on en revient aussi à ces fondements un peu de notre éducation. Euh, un peu tout le monde maintenant, mais les garçons en particulier, ils sont poussés à conquérir, à aller vers l'extérieur. Il faut gagner des médailles, il faut signer des contrats. Dans Et la ben, performance, dans la et etc. performance, et donc il faut Ouais. séduire les nanas, et trucs et machin. Et donc, si on est toujours vers l'extérieur, il y a un manque de lien avec l'intérieur. Et je pense que
dans cette société patriarcale, il y a une souffrance généralisée et qu'en fait, euh, parce que les hommes s'abîment de plein de manières différentes. Ils ont plus d'accidents de voiture, ils vont plus en prison, ils ont plus de maladies cardiovasculaires, ils ont plus. Euh, et j'ai perdu mon fil là. Mais notamment dans les disciplines, enfin, dans le corps, ça passe par la destruction du corps, en fait. Et qu'encore une fois, il y a des milieux où ça peut être valorisé. Ouais, le manque d'écoute de son intériorité, en fait. L'écoute de l'intériorité, pas du tout valorisée chez les hommes en règle C'est générale, au ça. contraire. Et donc, Ouais. finalement, en fait, c'est comme une mutilation physique, émotionnelle, intellectuelle, relationnelle, spirituelle, peut-être, on met ce qu'on veut derrière, mais qu'en tout cas, forcément, si on n'est pas en lien avec soi, bah, le lien avec l'autre, il est quand même un peu secondaire, quoi. On peut estimer qu'effectivement, c'est encore moins important que la qualité du lien qu'on entretient avec soi-même. Alors que plus on est proche de soi, en tout cas, c'est ce que j'aime à croire, hein. Il peut y avoir des gens qui sont très proches d'eux-mêmes et être des psychopathes, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est ma logique que déjà de revenir à soi pour considérer l'autre, ça me Ouais, paraît mais important. c'est-à-dire que tu permets de développer une certaine sensibilité, une certaine écoute, et que du coup, cette écoute que tu as pour toi, elle Oui, transpire en fait autour de toi, quoi. parce que Mm. sans parler là, ok, c'était un contexte assez grave sur les agressions et tout ça, mais même au quotidien, je vois cette image de l'homme fort qui travaille parce que c'est quand même, euh, même si on pense que les codes ont changé, je ne sais pas s'ils ont tant changé que ça ou si rapidement, mais quand même, l'homme, il doit subvenir et protéger, quoi. Et c'est un peu ce qui est ancré chez les hommes, mais pas que, je pense. Et donc, bah, il y a ce truc-là de travailler dur et puis de rentrer à la maison. Et puis, en fait, de pas forcément être. Si on s'en tient à ça, parce que les femmes aussi, elles travaillent dur et elles rentrent à la maison aujourd'hui, donc c'est la même difficulté pour tout le monde. Mais je pense qu'encore une fois, il y a ce déficit d'écoute qui fait que moi, je vois parfois des scènes de famille. Je n'ai pas d'enfants, pas encore en tout cas, mais je vois des scènes où ça me tord un peu le cœur, en fait. Il y a une présence et une absence en même temps, une non-disponibilité, alors que les gens, les enfants, mais pas que, ça peut être les enfants, les conjoints, ils vont exprimer des choses c'est toujours plus facile quand on est à l'extérieur, hein, mais de l'extérieur, moi, le message me paraît limpide et la réponse qui est fournie, elle me semble tellement à côté. Je me dis, mais c'est pas possible. Alors, hein, encore une fois, moi, je n'y suis pas au quotidien et c'est toujours plus facile, mais et il me semble que, en plus de répondre à ce qui est formulé, ce serait tellement simple. Ce serait juste de dire oui, je te vois, je t'entends. Et donc, même si dans la minute, il n'y a pas une solution, au moins on s'est connecté. Mais non, en fait, ça crée des dynamiques super nocives, alors que ce serait simplement de dire, OK, on se rencontre, je t'ai vu, peut-être qu'on ne peut pas trouver la solution maintenant, mais en tout cas, tu as été entendu, et puis basta, on passe à autre chose. Mais c'est vraiment des trucs de base, en fait, et que comme on a une vie un peu antiphysiologique, mais il peut y avoir une physiologie, enfin la tuyauterie, elle sert à des choses peut-être plus subtiles comme les émotions et la communication, enfin, qui fait qui on est en tant qu'espèce, euh, et bah ça détraque tout. Donc vraiment cette pratique du yoga, encore une fois que je mêle avec beaucoup de plaisir à du pilate et du tai chi et des choses où parfois on fait de la lutte et voilà. L'idée, c'est de rétablir ça. Donc j'ai un peu mis ça de côté parce que je croule sous le travail chez Align et j'en suis très heureux, mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et que je reprendrai probablement parce qu'il y a aussi une dimension d'expression. Donc on fait des cercles de Mhm. parole. Voilà, parce Mhm. que hein, d'être dans le corps, c'est pour pouvoir parler, s'exprimer et rencontrer l'autre. Voilà. Super. Hmm. Oui, mais c'est toujours interrogeant, mais de la même manière que quelquefois on va faire des choses que entre femmes ou en sororité ou des cercles de femmes. Je pense, de mon point de vue,
les deux sont importants. C'est important d'avoir des espaces entre hommes pour guérir des choses pour les hommes, des espaces entre femmes pour guérir des choses entre femmes, parce qu'il y a beaucoup de choses à être guéries aussi. Et probablement des espaces mixtes où on a besoin de communiquer ensemble, en fait, et de trouver de nouvelles bases sur lesquelles communiquer. Euh, et Je voilà. pense que cette séparation, enfin, pardon, tu avais fini. Non, ouais. Cette séparation, elle est probablement nécessaire à un moment parce que déjà, je pense que chez nous, on a perdu cette habitude de se mettre en cercle et de se parler. Donc, ok, de revenir à cette pratique-là déjà. Et en plus, de se parler de choses compliquées qui relèvent de l'intime notamment. Ben, c'est bien qu'il y ait ces espaces séparés. Peut-être moi, il y a des choses que devant un cercle de femmes, je ne sais pas si je serais capable de le dire ou pas tout de suite, mais qu'effectivement, je pense qu'à terme, l'aboutissement, c'est que à nouveau, on puisse se réunir et que bah, peut-être que ces choses qui sont pas faciles à dire, parce qu'on a peur d'avoir honte, d'être rejeté, en fait, si elles sont entendues par, par les personnes d'en face, ça aussi, je pense que c'est Très une des réparateur clés de aussi. la Mm. réparation. Ouais. De voir, de pouvoir exprimer sa souffrance, parce que il y a des dynamiques très complexes, et donc c'est normal qu'il y ait des besoins de réparation et de, je sais pas comment dire ça. Comment on peut réparer sans tomber dans une sorte de repentance ou, C'est pour ça que enfin, que les gens. moi posé le mot plutôt guérison auparavant. Bah, ouais, voilà. Oui, oui, non, non, mais je veux dire, parce que ça, il faut trouver, en fait, que j'allais dire que, bien sûr, les hommes doivent prendre conscience et reconnaître la souffrance des femmes, parce que c'était quand même un peu le moteur de la société patriarcale. Mais je pense que pour vraiment que le travail ait, je ne sais pas si c'est un aboutissement, mais en tout cas qu'il y ait une autre dynamique qui émerge, je pense que les hommes puissent reconnaître, enfin, pardon, exprimer leur souffrance et qu'ils soient accueillis là-dedans, sans que ça devienne un truc de dire, ah bah oui, c'est pas grave, du coup, tu avais de la peine, alors c'est pour ça que tu as tabassé ta femme, ou que je sais pas, enfin, c'est pas trouver des excuses, mais sinon, si les hommes peuvent pas exprimer non plus ce qu'il y a à l'intérieur, comme on disait tout à l'heure, ça va rester la même chose en fait. S'il y a une répression intérieure perpétuelle et que si l'homme dit bah moi j'ai mal et qu'on dit ah tu fais du ouin-ouin, ce qui était quand même un petit peu dans l'air à un moment, bah ça va pas se régler quoi, à mon avis. Et donc bah, si le message c'est qu'il faut serrer les dents et continuer à avancer, en fait rien ne change. Et donc Mhm. je pense que fondamentalement, voilà, on a besoin de ça aussi. euh, et que chacun puisse reconnaître la souffrance de l'autre et se dire, OK, et que ça n'excuse pas tout. C'est pas trouver des excuses, mais c'est vraiment pouvoir exprimer et écouter. Et ça, je pense que la réparation, comme tu disais, elle passe par là. Et là, c'est dans ce contexte, OK, homme-femme. Et je pense qu'il y a plein d'autres dynamiques à réparer. Euh, et, mais moi, je suis vraiment très content de ce que je fais dans la vie comme travail. Euh, J'essaie aussi d'avoir une vie personnelle, de ne pas faire que travailler, mais c'est difficile. Mais je me dis, mais du coup, qu'est-ce que je fais dans la vie? Et il y a cette notion de réparation. Il y a Abdenour Bidar, c'est un philosophe, et j'ai l'impression que c'est une idée qu'il a reprise ailleurs, parce que j'en ai entendu parler aussi dans le judaïsme, où il y a cette idée de réparer le tissu du monde. Et que, voilà, d'une façon générale, alors que bah, moi, je faisais de la bagarre et qu'après, c'était de la gymnastique et des étirements, je pense vraiment que de revenir au corps, euh, bah, moi, c'est ma façon, hein. Je sais pas, il y a des gens, ils construisent des bâtiments ou ils inventent des machines. Bon, moi, je ne vais pas pouvoir faire ça. Mais en tout cas, c'est ma contribution au fait de pouvoir tenter de réparer le tissu du monde et d'être au corps. Et c'est d'ailleurs pour ça, Yael, que nous Mhm. organisons un sommet en ligne. Tout à fait. Voilà, hein, sans Ouais, vouloir faire ouais. notre auto-promotion, mais on a des Si, si, mais programmateurs j'allais en y promotion. venir. J'allais y venir. Euh, D'accord.
En fait, pour rebondir sur ton tissu du corps, là, je trouve ça magnifique. En fait, c'est comme si l'idée, c'est comme les fascias, tu sais, maintenant, on travaille beaucoup avec Mhm. l'idée on est une seule et grande enveloppe dans notre corps. Mais si tu penses que chaque individu est aussi un petit maillon d'une grande enveloppe qui englobe toute l'humanité, ben, en fait, pour que l'humanité se soigne, parce que l'humanité a besoin de se soigner, je pense, euh, euh, eh bien, on a besoin que chaque maillon de la chaîne se soigne. Donc, en fait, dans ce sens-là, peut-être le travail qu'on fait, il est quand même dans le sens d'aller dans ce sens-là, que chaque personne aille mieux pour que globalement la société dans laquelle on vit aille mieux. Il y a ce bouquin de Gabor Maté que j'ai pas réussi à finir, mais voilà, qui, euh, qui parle de la normalité, justement, Oui. grosso modo, qui dit comment on peut vouloir aller bien dans un monde qui Mhm. ne va pas bien, en fait. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être normal dans un monde s'insérer dans un monde qui est malade, en fait. C'est le monde qu'on doit guérir, quoi, qu'on doit soigner. Ouais. Et ça, je Donc pense que oui, c'est... et donc toutes ces réflexions qu'on a ensemble depuis un certain temps, en fait, c'est de ces discussions qu'est née un peu notre envie de créer un événement qui reprenne toutes ces idées où on a envie de quelque chose qui soit transversal, qui parle de plein de disciplines différentes, qui parle de corps, de mouvement, de corps-esprit, de pédagogie. Et donc, on a créé ce sommet en ligne Voilà, donc ça s'appelle Aime le sommet et ça commence le 13 octobre, si je ne dis pas de bêtises. le 10, Le c'est du 10, 10 au 13. voilà. Donc voilà, du 10 au 13, ça se termine. Voilà, donc avec elle, on a plein d'idées, mais le côté organisation, c'est quand même plutôt elle. Donc merci elle de borner un peu les choses. Donc ça se termine le 13, ça commence le 10. Ben, c'est bien, je noterai dans mon agenda. Et donc c'est nous, on organise ce festival, mais finalement, on y a peu de place en tant qu'intervenant. Notre volonté, c'était surtout d'amener des gens et notamment de faire découvrir en fait cette notion d'embodiment. On n'a pas vraiment trouvé de traduction satisfaisante en français. Yael, tu proposais incorporation, c'est ça? Oui. Et bon, c'est comme empowerment en fait. C'est revenir au corps, en fait. C'est l'idée de Voilà, revenir au corps, hein. Ou revenir au corps. d'incarner dans son corps. Ouais. Et Mm. que ça, en fait, du coup, c'est pas le propre d'une discipline. En fait, il y a plusieurs disciplines, mais finalement plusieurs méthodologies qui peuvent amener à ça. Et donc, on a bah, justement fait venir des gens aussi de l'étranger, donc notamment Mark Walsh, qui est un des leaders sur la notion d'embodiment, et puis Josef Rucek, qui a créé Fighting Monkey. Donc ça, c'était plutôt pour le public international. Et puis, plein de gens francophones. Enfin, non, pardon, il y a Jorge, comment il s'appelle? Itapua, c'est ça? Georges Tapoin, ouais, Ouais. Georges Tapoin Bellamar, qui est un Ok. capoeiriste, physiothérapeute et qui est qui est ceinture noire de Ouais, jiu-jitsu Jiu-Jitsu, brésilien. prof de Voilà, yoga. il est lui-même un éventail de plein de pratiques et il a créé une pratique qui s'appelle l'organic flow. Il y a aussi Philippe Beach qui sera là avec nous. Oui. Et Voilà. du coup, donc des gens de l'étranger, pour montrer que c'est un mouvement qui est international et qui est pas mal établi plutôt dans le monde anglophone, un peu moins en France, parce que en France, je pense qu'on a quand même on est des Occidentaux, mais particulièrement quand même cérébraux pour des Occidentaux, donc un peu loin du corps. Et mais pour montrer qu'en France, il y a aussi beaucoup de gens qui travaillent à ça. Donc notamment Michel Taranto, Magnifique. Camilla, Docteur Michel Kingsley. Caranto, elle est docteur, hein, docteur ouais, et elle a créé une méthode qui s'appelle l'ostéo-éveil. On va avoir, ben, j'ai un peu évoqué Alain Couturier, qui a une pratique à Paris qui s'appelle Movement Practice. On a des gens des techniques somatiques avec du BMC, avec Jeannette Amato, avec Camilla, notre chère Camilla, qui sera là pour du rolfing. Il y aura Céline Wang, il y a des gens qui viennent du Wu Tao, qui est une technique qui a été créée en France, vraiment qui est une magnifique technique aussi, un peu issue des arts martiaux, mais voilà, ouais.
Et de la danse aussi. Germination interne, plutôt. Ouais. Ouais, Il y a euh, Camille Allen en neurosciences. tout à fait. Voilà, donc, et plein d'autres. Donc, il y aura à la fois des conférences, des tables rondes où ces différents spécialistes vont pouvoir échanger sur certains thèmes et des moments de pratique. Donc voilà, sur 3 jours, ça commencera le mercredi soir, le jeudi soir, pardon, avec le mercredi? Mm. Mercredi soir, pardon, avec Mark Walsh qui proposera une conférence qui sera ouverte à tous. Et puis ensuite, au fur et à mesure, chaque jour, des ateliers, des tables rondes, des conférences pour trouver des points de convergence entre toutes ces disciplines et puis sensibiliser le public français ou francophone, hein, à cette notion d'embodiment et à la résonance que ça peut avoir, que c'est super bien hein, de faire des chouettes mouvements et de s'amuser dans sa pratique, c'est essentiel, mais qu'il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus, à la fois de beaucoup plus simple et de beaucoup plus riche qui peut émerger, et que l'être au corps, c'est pas simplement la pratique, ni l'entraînement, ni la performance. C'est voilà, quelque chose de plus simple et de plus profond à la fois. Ouais. Et moi, il y a le mot qui me revient, dont on a parlé au début de notre entretien, là, c'est émerveillement. S'émerveiller, en fait, d'être juste vivant et d'être là, de pouvoir bouger, de pouvoir bouger avec les autres, être en relation avec les autres. J'avais vu un Hmm. truc passer comme ça sur cette grande source de sagesse humaine qui est Instagram et Mhm. un truc qui était plutôt pas mal qui disait mais pourquoi les enfants ne se blessent pas? Alors je pense qu'ils se font mal mais ils n'ont pas les douleurs articulaires pour la plupart en tout cas que les adultes peuvent avoir parce que les enfants ils bougent avec tout leur corps et puis ils jouent et ils sont vivants d'une façon qui a tendance à se perdre quand on devient une grande personne mais que ça, c'est là, cette étincelle de vie, on l'a en nous, même si on rajoute des couches et des couches par-dessus et que parfois c'est un peu obstrué. Il y a un auteur qui s'appelle Alan Watts, que j'aime beaucoup, il est mort maintenant depuis longtemps, mais c'était un grand passeur de certains courants spirituels de Chine et du Japon notamment vers l'Occident. Et là, il a écrit je l'ai plus sous la main là, j'ai acheté un de ses bouquins il n'y a pas longtemps où c'est plein de petits articles et il écrivait, bah oui, vous êtes la partie, enfin, il y a une partie en vous qui utilise le système nerveux pour envoyer des commandes et donner voilà, c'est faire les mouvements. Mais il y a une partie en vous aussi qui fait grandir le système nerveux. Et donc, de se relier à cette impulsion qui nous a fait nous développer, bah, c'est possible en fait. Et, et je pense que c'est infini, accessible à tous, et que c'est bien au-delà de la performance et c'est beaucoup plus enthousiasmant. Hmm. Super. Je te propose que c'est le mot de la fin. Magnifique. Mic drop, comme on dit. Super. Merci beaucoup, Adrien. Merci beaucoup, Yael. C'était très chouette de te retrouver. Et donc, si vous voulez en savoir plus, eh bien, Ouais, je vais mettre tous les détails dans la bio derrière. même le sommet du 10 octobre au 13 octobre. Tout Hein, à très fait. important d'être au carré sur les dates. Merci beaucoup, Yael, et c'est un plaisir Merci, de travailler Adrien. avec toi. Et je rappelle aussi qu'Yael est présidente de la FPMP, donc de la Fédération des praticiens de Pilates, et qu'elle fait un travail extraordinaire qui nous aide tous beaucoup, et que je ne sais pas comment tu fais tout ce que tu fais, mais tu le fais bien. Donc bravo à toi parce que tu as bien du mérite. Merci beaucoup. Moi, je le fais Avec dans grand la joie. plaisir. Hein? Dans la joie, Je le avec fais dans la joie. émerveillement. Oui, j'essaye. Bah bravo. Bravo à toi, voilà, je suis admiratif. Merci, Adrien. Merci, Yael. Salut.